On a pris ton argent pour ta sœur. Elle a besoin de briller. Papa l'a dit fièrement, en coupant son steak, comme s'il parlait de la météo. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé mon fiancé, Amaury, cet homme qu'il méprisait parce qu'il avait de la sueur sur ses mains. Il a posé sa fourchette. Il a regardé sa montre. Et il a dit, l'heure 72 heures commence maintenant. Ce que mes parents ignoraient, c'est que l'homme assis à côté de moi n'était pas celui qu'ils croyaient. Et ce qu'ils allaient perdre dépassait de loin les 48 000 € qu'ils m'avaient volés. Avant de vous raconter comment le piège s'est refermé sur eux, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore voir à quel point notre communauté est grande. Le bruit de l'argenterie contre la porcelaine fine de ma mère aurait dû être apaisant, le son d'une tradition familiale bourgeoise à Bordeaux. Mais ce soir-là, chaque tintement me crispait les nerfs, comme une craie sur un tableau noir. J'étais assise entre Amaury et ma sœur cadette, Cyrielle, à la longue table en acajou, poussant des haricots verts autour de mon assiette pendant que ma mère, Valérie, parlait sans fin de la rénovation de leur véranda. Amaury portait encore sa chemise en flanelle à carreaux, avec de légères traces de poussière de bois sur le col. Ses bottes de travail étaient éraflées sous la table. Nous venions directement de son atelier. Il a surpris mon regard anxieux et m'a adressé ce petit sourire privé, rassurant, qui disait qu'il préférait être n'importe où ailleurs, tant qu'il était avec moi. Puis, les mains parfaitement manucurées de ma mère se sont posées à plat sur la table. Le silence s'est fait instantanément. Même mon père, Grégoire, a arrêté de mâcher. Avant le dessert, Morgane, ton père et moi avons une annonce à faire concernant le mariage de Cyrielle, a dit maman, sa voix brillante et exercée, comme si elle présentait un journal télévisé. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Cyrielle s'est redressée, son sourire, Instagram, déjà en place, prête pour la photo mentale. Vous savez à quel point nous adorons nos deux filles, a continué maman, et mon estomac s'est noué à ce qualificatif. Rien de bon ne suit jamais cette phrase dans notre famille. Et nous croyons au soutien des rêves familiaux. Papa s'est raclé la gorge, ajustant sa cravate en soie. Valérie et moi avons sécurisé l'ouverture du 20 février au château de la Roche pour le mariage de Cyrielle et Maxence. C'est le lieu le plus exclusif de la région. Cyrielle a poussé un petit cri aigu. Un véritable glapissement de joie. Maxence, son fiancé trader à l'air suffisant, a levé le poing comme s'il venait de gagner un match de football. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Le château de la Roche. Ce lieu coûtait plus cher que ce que je gagnais en 2 ans. Un couple de célébrités a annulé à la dernière minute, a dit maman, rayonnante. C'est une opportunité unique pour l'image de Cyrielle. Pense aux followers, ma chérie. L'exposition seule vaut une fortune, mais, comment payez-vous cela? La question est sortie plus tranchante que je ne le voulais. Mes parents vivaient bien, certes, mais ils se plaignaient constamment de la trésorerie de l'entreprise de papa. Le sourire de maman n'a pas vacillé. Eh bien, c'est ça le truc, ma chérie. Nous avons accédé à ton assurance vie, celle de grand-mère. 48 000 €. Le temps s'est arrêté. Les bruits de la pièce se sont transformés en un bourdonnement blanc. Ça a couvert le dépôt, et la plupart des frais de traiteur. Le reste de ces mots se noyait. Mon assurance vie. Celle que ma grand-mère maternelle m'avait laissée spécifiquement à moi. Celle qui devait passer sous mon contrôle total dans 3 semaines, le jour de mes 30 ans. Vous avez, quoi? Ma voix semblait lointaine, appartenant à quelqu'un d'autre. Oh Morgane, ne fais pas cette tête, a averti papa, son ton devenant sévère. Ta mère et moi sommes toujours les tuteurs légaux jusqu'à ton anniversaire. Nous avons tout à fait le droit de gérer ces actifs. Avez-vous juste admis un détournement de fonds devant témoin? La voix d'Amaury a coupé la pièce comme une lame à travers la glace. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Chaque tête s'est tournée vers lui. Le visage de papa a rougi. Il a regardé la chemise poussiéreuse d'Amaury, ses mains calleuses, ses bottes éraflées. Puis il a ri. Il a vraiment ri. Détournement? Écoute, mon garçon. Je sais que tu es habitué à l'argent de poche que tu gagnes avec tes planches de bois,
mais dans le monde réel, les parents gèrent les actifs de leurs enfants tout le temps. Peut-être que si tu gagnais plus que le SMIC, Morgane n'aurait pas besoin de s'inquiéter pour l'argent de la famille. Papa. Le mot a écorché ma gorge. Mais Amaury n'a pas scié. Il a posé son verre d'eau avec un soin délibéré. Ses yeux gris, d'habitude si doux quand il me regardait, étaient devenus de l'acier froid. Il y avait une autorité émanant de lui que je n'avais jamais vue auparavant, une posture qui ne collait pas avec l'image du simple menuisier qu'il projetait. C'est une erreur, Grégoire, a dit Amaury calmement. Une erreur monumentale. Et qu'est-ce que tu vas faire, a ricané Maxence depuis l'autre bout de la table, son téléphone déjà sorti, en train de filmer. Nous attaquer? Avec quel avocat? J'ai essayé de te googler, mec. Amaury le menuisier? Rien. Pas de LinkedIn, pas de Facebook. Tu es un fantôme. En 2024, si tu n'es pas en ligne, tu n'es personne. Je sentais la catastrophe arriver. Mon cœur battait si fort qu'il me faisait mal aux côtes. Ils avaient volé mon avenir, l'argent pour ma propre maison, pour ma sécurité, et ils me servaient ça avec un rôti de bœuf en s'attendant à ce que je dise merci. Maman a soupiré, agacée par la tension. Morgane, explique à ton fiancé comment fonctionne la solidarité familiale. Cyrielle a besoin de ce coup de pouce. Toi, tu es forte. Tu es débrouillarde. Tu as toujours su t'en sortir. Cyrielle est plus fragile. Elle a besoin de lumière pour exister. C'était la phrase de trop. Celle qui résumait toute mon existence. J'étais l'enfant fonctionnel, celle qu'on utilise. Cyrielle était l'enfant décorative, celle qu'on admire. Je me suis levée, mes jambes tremblant sous la nappe. Mais avant que je puisse dire un mot, Amaury s'est levé aussi. Il a posé une main sur mon épaule, un poids grand et solide. Il a regardé mes parents, puis Maxence qui filmait toujours avec un sourire narquois, et enfin Cyrielle qui vérifiait son maquillage dans le reflet de sa cuillère. Le silence est retombé, lourd et étouffant. Amaury a pris une profonde inspiration. Sa présence semblait soudain remplir toute la salle à manger, éclipsant les lustres en cristal et l'ego démesuré de mon père. Vous avez 72 heures pour restituer le principal plus les intérêts, a dit Amaury. Sa voix était basse, sans émotion, terrifiante de calme. Si vous ne le faites pas, le mariage de Cyrielle deviendra un enterrement pour la réputation de cette famille. Maxence a reniflé de rire, tournant son téléphone pour obtenir un meilleur angle. Frérot, sérieusement? Tu vas faire quoi? Nous lancer des copeaux de bois? Le père de Cyrielle connaît le préfet. Toi, tu connais qui? Ton fournisseur de vernis? Papa a essuyé sa bouche avec sa serviette en lin, l'air ennuyé. Ça suffit. Sortez de ma maison. Et Morgane, ne reviens pas tant que tu n'auras pas appris à contrôler ton petit ami jaloux. J'ai attrapé le bras d'Amaury avant qu'il ne puisse répondre davantage. Ses muscles étaient rigides comme de la pierre sous mes doigts. Cuisine. Maintenant, ai-je chuchoté. Il m'a suivi, et je n'ai pas manqué le regard suffisant que papa a échangé avec Maxence alors que nous quittions la salle à manger. La cuisine sentait encore le thym et le romarin, une odeur qui me rappelait mon enfance, maintenant souillée par la trahison. Je me suis appuyé contre le comptoir en granit, mes mains tremblant violemment. Amaury se tenait près de la porte, me regardant avec ses yeux calmes qui ne semblaient jamais perturbés. Ils m'ont volé, ai-je dit, les mots sortant creux. Ma grand-mère m'a laissé cet argent pour que je puisse acheter une maison, commencer une vie, et ils ont juste... Je sais, a-t-il dit. J'ai 29 ans et 11 mois, Amaury. 11 mois. Dans 3 semaines, cet argent aurait été entièrement à moi, et ils le savaient. Ils ont chronométré ça. Il a traversé la pièce en 2 enjambées et m'a tiré contre sa poitrine. Je pouvais sentir l'odeur de la sueur, du savon et de lui. Pour un instant, je me suis laissé briser. Juste un peu. Quand j'avais 16 ans, ils m'ont fait payer mes propres cours de conduite alors que Cyrielle a eu une voiture neuve pour ses 18 ans, ai-je chuchoté dans sa chemise. Quand j'avais 22 ans, j'ai renfloué Cyrielle de 3000 € de dettes de carte de crédit parce que maman disait qu'elle était fragile, qu'elle avait besoin de soutien. Je suis toujours la réparatrice. La responsable.
La forte qui n'a pas besoin d'aide. Amaury s'est reculé pour me regarder, tenant mon visage entre ses mains calleuses. Tu es aussi celle qu'ils sous-estiment. Ce qui va être leur plus grande erreur. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, maman est apparue dans l'embrasure de la porte. Morgane, chérie, reviens à table. Tu te ridiculises. Je me suis redressée, me tournant pour lui faire face. Elle portait son sourire patient, celui qui disait qu'elle était l'adulte et que j'étais l'enfant faisant un caprice. Me ridiculiser? Quelque chose à l'intérieur de moi s'est fissuré. Pas brisé. Fissuré. Comme la glace avant qu'elle n'éclate. Vous avez volé 48 000 €. Nous l'avons emprunté, chérie. Pour la famille. Cyrielle est fragile. Elle a besoin de ce projecteur pour s'épanouir. Tu es une survivante. Tu gagneras d'autres argent. C'est à propos de soutenir ta sœur quand elle... Non. J'ai coupé la parole. Ce n'est pas une question de survie. Ce n'est pas une question de soutien. C'est du vol. Le visage de maman s'est durci. Le masque est tombé. Ne m'adresse pas la parole sur ce ton. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu as jusqu'au dessert pour t'excuser et revenir à cette table comme une fille reconnaissante. Sinon, tu peux partir. Elle s'est retournée et est partie, ses talons claquant contre le parquet. Amaury a touché mon épaule. Nous devrions y aller. Attends. J'ai attrapé mon sac à main sur le comptoir. S'ils veulent jouer à ce jeu, ils vont le regretter. De retour dans la salle à manger, tout le monde nous fixait alors que nous ramassions nos manteaux. Cyrielle avait les larmes aux yeux, le genre de performance qui rend bien à la caméra. Papa ne me regardait même pas, Maxence filmait toujours, souriant. Je me suis arrêtée à la porte et j'ai regardé ma famille. Toute ma vie, j'avais été invisible pour eux, sauf s'ils avaient besoin que je répare quelque chose. Plus maintenant. 72 heures, ai-je dit doucement. Profitez de votre rôti. La porte s'est fermée derrière nous avec un clic doux qui résonnait comme un coup de feu. Dans la voiture, le vieux pick-up Ford d'Amaury qui sentait le vieux cuir et le tabac froid, je me suis effondré sur le siège passager. Le contraste entre le luxe que je venais de quitter et ce véhicule utilitaire n'avait jamais été aussi frappant. Il a ri, ai-je murmuré, regardant par la fenêtre la pluie commencer à tomber sur Bordeaux. Papa a ri quand tu as parlé de 72 heures. Amaury a démarré le moteur. Le grondement du vieux diesel a rempli la cabine. Il a passé la première vitesse, sa main serrant le levier avec une force maîtrisée. Laisse-le rire, Morgane, a-t-il dit, fixant la route devant nous. Les hommes comme ton père pensent que le monde leur appartient parce qu'ils ont un titre et une belle maison. Ils ne voient pas venir le train avant qu'il ne les percute. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il y avait une tension dans sa mâchoire, une froideur calculatrice que je ne connaissais pas. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je demandé. « Conduire » a-t-il répondu simplement. « Et toi, demain matin, tu vas appeler la banque. Nous avons besoin de preuves. » Je ne savais pas alors que le cauchemar ne faisait que commencer. Et que le rire de mon père serait la dernière chose joyeuse qu'il émettrait avant très longtemps. Lundi matin, j'ai appelé l'administrateur de l'assurance vie avant le début de mon service à l'entrepôt logistique. Mes mains tremblaient en composant le numéro, mon café refroidissant sur le comptoir de ma petite cuisine. Amaury était parti 1 heure plus tôt pour un chantier, m'embrassant sur le front et me disant de respirer. Je ne pouvais pas respirer. Pas tant que je ne savais pas à quel point c'était grave. Mademoiselle le maire, laissez-moi afficher votre compte. La voix de l'administrateur était professionnellement neutre. J'entendais taper au clavier. Puis le silence. Puis plus de frappes. Y a-t-il un problème? Je vois une activité inhabituelle. Pouvez-vous patienter, s'il vous plaît? La musique d'attente était du classique, quelque chose avec des violons qui me faisaient mal aux dents. Je faisais les 100 pas dans mon petit salon, passant devant le canapé d'occasion qu'Amaury avait retapissé le printemps dernier. Tout ici, nous l'avions construit nous-mêmes. Rien ne nous avait été donné. Mademoiselle le maire? Une voix différente maintenant, plus âgée, prudente. Ici Gérald Hutchin, conseiller senior. J'ai besoin de vous poser une question.
Avez-vous signé un mémo de consentement verbal il y a 2 mois autorisant un transfert de 48 000 € vers le compte de Cyrielle Lemaire? Mon estomac a chuté. Non. Jamais. Je craignais cela. Bruit de papier. La documentation est datée du 15 septembre. Elle affirme que vous avez verbalement accepté de donner les fonds à votre sœur pour les frais de mariage, et que vous formaliseriez cela par écrit avant votre 30e anniversaire. Ils ont utilisé la procuration que vous aviez signée il y a 5 ans, quand vous partiez étudier à Londres, pour valider l'opération. Je me suis sentie nauséeuse. La procuration. J'avais totalement oublié ce document. Je leur avais fait confiance pour gérer quelques factures pendant mon absence, et je ne l'avais jamais révoqué. Mademoiselle, je regarde le journal des transferts. Ce n'était pas impulsif. Quelqu'un a accédé au compte 3 fois séparément sur 6 semaines, déplaçant des fonds par petits incréments pour éviter de déclencher nos alertes de retrait importants. Il savait exactement ce qu'il faisait. Je me suis effondrée sur le canapé. Prémédité. Pas un geste désespéré dans un moment de faiblesse. Ils avaient planifié ça. Pendant que je dînais avec eux le dimanche, pendant que je parlais à ma mère au téléphone, ils me volaient méthodiquement, jour après jour. Envoyez-moi tout, ai-je dit, la voix brisée. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur. Ce n'était pas seulement du vol. C'était une trahison intime, chirurgicale. Ils avaient calculé le montant exact qu'ils pouvaient prendre sans tout vider d'un coup, juste assez pour payer le château de Cyrielle. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais seule face à eux. Ils avaient l'argent, le pouvoir, et maintenant, ils avaient aussi la narration. Si vous étiez à ma place, découvrant que vos propres parents ont méthodiquement vidé votre compte pendant des semaines, que feriez-vous? Auriez-vous le courage de les poursuivre en justice, ou la culpabilité familiale vous arrêterait-elle? Dites-moi honnêtement dans les commentaires. Mon téléphone a vibré. Une notification Instagram. C'était Cyrielle. Bien sûr. J'ai tapé sur la notification avec des doigts tremblants. La voilà, ma petite sœur, filmée dans une lumière matinale parfaite, filtrant à travers des rideaux vaporeux. Ses yeux étaient rouges et vitreux. Sa voix se brisait sur chaque 3e mot. Je ne deviens généralement pas aussi personnelle, disait-elle à la caméra, tamponnant son nez avec un mouchoir de marque. Mais j'ai besoin d'être réelle avec vous les gars maintenant. Une respiration tremblante. Il y a quelqu'un dans ma famille qui essaie de saboter mon mariage. Quelqu'un qui est supposé m'aimer. Son menton tremblait. Je ne dirai pas qui parce que je ne suis pas cette personne, mais elle menace de poursuivre mes parents pour de l'argent, pour mon jour de rêve, et je ne peux pas croire que quelqu'un puisse être aussi jaloux, aussi rancunier. La vidéo avait déjà 12 000 vues. Les commentaires étaient un peloton d'exécution. Ta force est inspirante. La famille devrait se soutenir, pas se déchirer. Qui que ce soit, elle ne te mérite pas, ma belle. Mes mains se sont engourdies. Le téléphone a commencé à sonner. Tante Marguerite. J'ai refusé l'appel. Messagerie vocale immédiate. Je n'ai pas écouté. Un autre appel. Cousin Julien. Refusé. Puis les SMS ont commencé à pleuvoir. Tante Marguerite, comment peux-tu faire ça à ta sœur? Elle planifie ce mariage depuis des mois. Cousin Julien, tes parents ont tout sacrifié pour toi, et c'est comme ça que tu les rembourses? Oncle Thierry, c'est embarrassant pour toute la famille. Retire ta plainte. J'étais assise sur le bord de mon lit, regardant mon téléphone s'illuminer comme une machine à sous de l'enfer. Chaque message atterrissait comme un coup physique. Ces gens me connaissaient depuis ma naissance. Ils m'avaient vu travailler 3 jobs pour payer mes études. Ils m'avaient vu aider Cyrielle maintes fois. Mais rien de tout cela ne comptait. Cyrielle avait pleuré devant une caméra. Donc j'étais la méchante. J'ai pris une capture d'écran de chaque message. Puis j'ai transféré les documents de la banque à mon adresse e-mail personnelle. J'ai créé un dossier nommé « Preuve ». Je ne savais pas encore comment j'allais me battre, mais je savais une chose, la Morgane qui pardonnait toujours était morte ce matin-là. Soudain, une notification différente est apparue. Un email de mon patron. Objet, urge, veuillez passer à mon bureau immédiatement.
Mon cœur a raté un battement. Que se passait-il encore? Je me suis levée, j'ai lissé ma jupe, et je suis partie affronter la tempête, sans savoir que le pire coup bas était encore à venir. Mardi matin, mon arrivée au travail a été glaciale. D'habitude, mes collègues de l'entrepôt logistique me saluaient avec des blagues ou des offres de café. Aujourd'hui, ils détournaient le regard, chuchotant dès que je passais. Mon patron, Monsieur Duroy, un homme juste mais rigide, m'attendait dans son bureau vitré. Il avait l'air mal à l'aise. « Morgane, asseyez-vous. J'ai reçu un appel étrange hier après-midi. » Ma poitrine s'est serrée. « De qui ? » ? Un homme nommé Maxence, qui prétend être votre futur beau-frère. Il était très préoccupé par vous. Il a marqué une pause, cherchant ses mots. Il a dit que vous traversiez une crise de santé mentale sévère. Que vous harceliez sa fiancée et profériez des menaces violentes contre votre famille. Il a suggéré que vous pourriez être instable sur votre lieu de travail, avec les machines lourdes. Le sol a semblé s'incliner sous mes pieds. C'était une attaque directe contre mon gagne-pain. Maxence savait que la sécurité était la priorité absolue dans la logistique. Une rumeur d'instabilité mentale pouvait tuer ma carrière. C'est faux, Monsieur Duroy. C'est une vendetta familiale parce que j'ai découvert qu'il m'avait volé de l'argent. Je m'en doutais, Morgane. Je vous connais. Mais il connaissait des détails. Votre emploi du temps, vos responsabilités. Il a dit que la famille envisageait une mise sous tutelle si vous ne vous calmez pas. Une mise sous tutelle? Ils allaient jusque-là? Écoutez, Morgane. Votre travail est excellent. Mais l'entreprise ne peut pas se permettre un scandale ou un risque de sécurité. Les ressources humaines exigent une enquête interne quand de telles allégations sont faites. Je suis désolé, mais je dois vous mettre en congé forcé pour une semaine. Le temps que ça se tasse. Je suis sorti du bureau, mes jambes en coton. Ils ne se contentaient pas de prendre mon argent. Ils voulaient me détruire, m'isoler, me couper les vivres pour que je sois obligé de ramper vers eux. Je suis rentré chez moi en pleurant de rage. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé mon compte épargne personnel. Le fonds maison que je construisais avec Amaury euro par euro. 8216 €. C'était tout ce que j'avais. J'ai transféré 5000 € vers le compte d'un cabinet d'avocats réputé de Bordeaux, Maître Servan, spécialisé dans les conflits familiaux. J'avais hésité à cause du prix, mais maintenant, c'était une guerre pour ma survie. J'ai envoyé un message à Amaury, ils m'ont fait suspendre du travail. J'ai engagé l'avocat. Sa réponse a été immédiate, prépare tes affaires. Je viens te chercher. On part. Oh. Ai-je demandé. Loin d'eux. Fais-moi confiance. Quand le vieux pick-up Ford d'Amaury s'est garé devant mon immeuble 1 heure plus tard, j'avais une valise prête. Il n'a rien dit quand je suis montée. Il a juste pris ma main et l'a serrée si fort que ça en devenait douloureux, mais c'était la seule douleur qui semblait réelle au milieu de ce cauchemar. Nous avons quitté Bordeaux, laissant derrière nous la pluie et la méchanceté. Nous avons roulé vers l'est, vers la Dordogne. Le paysage a changé, les vignobles soignés laissant place à des forêts plus denses et des collines sauvages. Où allons-nous, Amaury? Dans un endroit où ils ne peuvent pas t'atteindre. Après 2 heures de route, il a tourné sur un chemin de gravier envahi par les herbes. Au bout de l'allée, se dressait une bâtisse. Un petit manoir du 19e siècle, ou ce qu'il en restait. Le toit s'affaissait d'un côté, les volets pendaient de travers, et le lierre avait presque avalé la façade en pierre. C'était une ruine. Magnifique, mais une ruine. C'est quoi cet endroit? J'ai acheté l'option d'achat le mois dernier, a dit Amaury en coupant le moteur. Je l'ai regardé, incrédule. Tu as acheté ça? Avec quoi? Viens. Nous sommes descendus. L'air était frais, sentant l'humus et la pierre humide. C'était silencieux. Pas de notification, pas de jugement. Juste le vent dans les vieux chênes. Il m'a fait entrer. L'intérieur sentait la poussière et le vieux bois. Le plancher craquait. Mais au milieu du salon dévasté, Amaury s'est tourné vers moi. Elle est cassée, Morgane. Comme tout semble l'être en ce moment.
Mais elle a de bonnes fondations. De bonnes os. Il a touché le mur de pierre sous le plâtre écaillé. Sous tout ce dégât, c'est solide. Comme toi. J'ai fondu en larmes. Pour la première fois depuis le dîner, je me sentais vue. Pas comme une ressource, pas comme un problème, mais comme une personne de valeur. On va la réparer, ai-je reniflé. On va construire notre propre vie ici. Avec ou sans eux. Avec ou sans cet argent. Nous avons passé l'après-midi à nettoyer une chambre à l'étage pour pouvoir y dormir. C'était un travail dur, physique, qui vidait mon esprit. Vers 17 heures, le téléphone d'Amaury a sonné. Il s'est éloigné vers la fenêtre brisée pour répondre. Je l'ai observé. Sa posture a changé instantanément. Son dos s'est redressé. Il a mis une main dans sa poche. Yes, proceed with acquisition. Oui, procéder à l'acquisition. Il parlait anglais. Un anglais impeccable, avec un accent presque aristocratique. I want the liquidity confirmed by Tuesday. No delay. And ensure the board understand this is a hostile takeover if necessary. Je veux que la liquidité soit confirmée pour mardi. Pas de délai. Et assurez-vous que le conseil comprenne que c'est une OPA hostile si nécessaire. Je me suis figé, un balai à la main. OPA hostile? Liquidité? Conseil d'administration? Ce n'était pas le langage d'un menuisier qui restaurait des vieux meubles. C'était le langage de quelqu'un d'autre. Quelqu'un de puissant. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. Il a vu mon expression. Amaury, qui es-tu vraiment, ai-je chuchoté. Il s'est approché, a pris mon visage entre ses mains sales de poussière. Je suis l'homme qui t'aime. Et je suis l'homme qui va faire regretter à ta famille le jour où ils t'ont fait pleurer. Fais-moi confiance encore un peu. Je ne savais pas quoi penser. Mais dans ses yeux gris, je voyais une tempête se préparer. Une tempête qui allait s'abattre sur Bordeaux. La nuit dans le manoir délabré a été étrangement paisible, malgré le vent qui sifflait à travers les fissures des murs. Blotti contre Amaury sur un matelas gonflable, j'ai dormi d'un sommeil sans rêve, épuisé par les larmes et le travail physique. Le lendemain, mercredi, marquait la fin des 72 heures. À 10 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Maître Servan. Je suis sorti sur le porche pour avoir du réseau, mon cœur battant la chamade. Morgane, j'ai des nouvelles, a dit l'avocate. Sa voix était tendue. L'avocat de vos parents a répondu à notre mise en demeure. Ils vont rendre l'argent? Non. Ils contestent tout. Et ils ont une pièce à conviction. Elle a soupiré. Ils ont sorti un échange de mai datant d'il y a 5 ans, quand vous étiez à Londres. Vous aviez écrit à votre mère, utilise ce qu'il faut sur le compte pour aider Cyrielle, ce qui est à moi est à elle. Je me suis souvenu. Cyrielle avait eu un accident de voiture mineur, et j'avais dit à maman d'utiliser mon argent pour payer la franchise d'assurance parce qu'elle était fauchée. C'était pour 400 €. Pas 48 000. C'était hors contexte. C'était pour une réparation de voiture. Je sais, Morgane. Mais juridiquement, cela établit un précédent de don manuel et d'intention libérale. Ils vont arguer que vous avez toujours permis cet usage des fonds. Si nous allons au tribunal, c'est parole contre parole, appuyé par Semel et la procuration. Ça pourrait prendre 2 ans. Et coûter plus cher que la somme volée. J'ai senti mes genoux flancher. Je me suis assise sur les marches pourries du porche. Donc j'ai perdu. Ils ont gagné. Pas forcément. Mais la voie légale, compromise. Je suis désolée. J'ai raccroché. Le silence de la forêt semblait soudain moqueur. J'avais perdu mon travail, mes économies, et mon héritage. Pour rien. Amaury est sorti avec 2 tasses de café. Il a vu mon visage et a compris. Il s'est assis à côté de moi sans rien dire. À midi, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de maman. Morgane, je sais que tu es blessée. Mais nous sommes une famille. Papa et moi sommes prêts à faire un geste. Viens au gala de fiançailles samedi soir. Signe juste un petit papier confirmant que c'était un cadeau pour ta sœur, pour calmer les rumeurs,
et nous te donnerons un chèque de 5 000 € pour t'aider à t'installer. C'est notre offre de paix. On t'aime. Maman. J'ai lu le message à voix haute, ma voix tremblant de rage. 5 000 €. Ils me volent 48 000 et me rendent des miettes comme si j'étais une mendiante. Et ils veulent que je signe mon humiliation en public. J'ai levé le pouce pour taper une réponse incendiaire, pour leur dire d'aller en enfer. Accepte, a dit Amaury. J'ai failli lâcher le téléphone. Quoi? Dis-leur que tu viendras. Dis-leur que tu signeras. Je me suis levée, furieuse. Tu es sérieux? Tu veux que je rampe devant eux? Que je laisse Maxence et papa gagner? Tu as vu comment ils t'ont traité? Amaury est resté assis, soufflant sur son café. Le piège ne fonctionne que si l'animal pense que la cage est vide, Morgane. Il m'a regardé. Ses yeux gris n'étaient plus doux. Ils étaient calculateurs, brillants d'une intelligence effrayante que j'avais ignorée pendant 2 ans. Laisse-les penser qu'ils ont gagné. Laisse-les s'engager publiquement. Laisse-les verrouiller cette réservation au château. Laisse-les rassembler tout le gratin de Bordeaux pour assister à ta capitulation. Pourquoi? Parce que plus ils montent haut, plus la chute sera mortelle. Il a posé sa tasse. Tu m'as demandé qui j'étais hier. Si tu me fais confiance, tu le sauras samedi soir. Mais tu dois jouer le jeu. Tu dois être la fille vaincue qu'ils attendent. J'ai regardé cet homme en chemise de flanelle, assis devant une maison en ruine, parlant comme un général de guerre. J'avais peur. Mais j'avais aussi une étincelle d'espoir sauvage. J'ai tapé la réponse à maman. D'accord. Je serai là. Je signerai. La réponse est arrivée en 3 secondes. Merveilleux. Sage décision, ma chérie. Le code vestimentaire est Black TIE. Essaie de trouver quelque chose de présentable. J'ai montré l'écran à Amaury. Il a souri, et c'était un sourire de loup. Ne t'inquiète pas pour la robe, a-t-il dit. J'ai passé quelques coups de fil. Nous avons passé les 2 jours suivants à travailler sur la maison, mais l'ambiance avait changé. Amaury était souvent au téléphone, marchant loin dans les bois, parlant anglais, allemand et mandarin. Je ne posais plus de questions. Je préparais simplement mon armure mentale. Samedi est arrivé. Nous sommes retournés à Bordeaux. Amaury ne m'a pas emmené chez nous, mais dans une suite d'hôtels au centre-ville que je n'aurais jamais pu me payer. Sur le lit, il y avait une boîte noire. Et une housse de costume. C'est pour toi, a-t-il dit. J'ai ouvert la boîte. Une robe de soirée noire, simple, architecturale, d'une coupe parfaite. Et une paire de boucles d'oreilles en diamant discret. Amaury, comment? Il était dans la salle de bain. Quand il en est sorti, j'ai cessé de respirer. Le menuisier avait disparu. Devant moi se tenait un homme portant un smoking sur mesure qui épousait parfaitement ses épaules larges. Ses cheveux étaient coiffés en arrière. À son poignet, il ne portait pas sa vieille Casio, mais une montre en or rose complexe. Une Patek Philippe. Je connaissais assez les magazines de luxe pour savoir que cette montre valait plus que la voiture de mon père. Il a ajusté ses boutons de manchette. Prête à aller à la chasse? J'ai enfilé la robe noire. Elle m'allait comme une seconde peau. Je me suis regardée dans le miroir. Je ne ressemblais pas à la victime. Je ressemblais à la veuve noire. Allons-y, ai-je dit. Nous sommes descendus. Une limousine noire attendait. Pas le vieux pick-up. Alors que nous roulions vers le lieu de réception, le cœur battant, je me suis demandé ce qui allait se passer. Amaury avait un plan, mais mes parents avaient le pouvoir, l'argent et l'audience. Le trajet vers l'hôtel 5 étoiles où se tenait le gala semblait irréel. Bordeaux défilait derrière les vitres teintées, ses lumières floues sous la bruine. Ma main était dans celle d'Amaury. Sa peau n'était plus rêche, il avait dû mettre de la crème, ou peut-être était-ce juste l'effet du smoking qui changeait ma perception. Rappelle-toi, a dit Amaury alors que nous approchions. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, tu ne réagis pas. Tu attends mon signal. Quel signal? Tu sauras. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée grandiose. Des valets en livrée rouge couraient pour ouvrir les portières des invités.
J'ai vu la voiture de mes parents, une Mercedes neuve, garée bien en évidence. Quand nous sommes sortis, le silence s'est fait autour de nous parmi les fumeurs sur le perron. Ils ne nous reconnaissaient pas tout de suite. Ils voyaient un couple puissant, élégant. Puis, j'ai vu tante Marguerite plisser les yeux, sa cigarette en suspens. Morgane, a-t-elle croassé? Nous avons ignoré son regard choqué et sommes entrés. La salle de bal était une orgie de fleurs blanches et de cristaux. Il y avait au moins 200 personnes. Tout le gratin de la ville était là, notaires, médecins, chefs d'entreprise locaux. C'était la cour de mon père, son royaume. Cyrielle était au centre, dans une robe blanche de créateur qui ressemblait déjà à une robe de mariée. Maxence tenait sa taille, riant fort à une blague d'un associé de mon père. Dès qu'ils nous ont vus, le sourire de maman s'est figé une seconde avant de redevenir éclatant, mais ses yeux scannaient nos tenues avec confusion. Elle s'attendait à me voir en vêtements bon marché, l'air battu. Pas en haute couture. Papa s'est approché, un verre de champagne à la main. Son visage était rouge, signe qu'il avait déjà bien bu. Eh bien, a-t-il dit fort, pour que les gens autour entendent. Tu as fait un effort, Morgane. C'est bien. Et il a toisé Amaury de haut en bas, s'arrêtant sur le smoking. Tu as loué un costume, mon garçon? Faites attention à ne pas renverser de sauce dessus, la caution doit être plus chère que ton loyer. Quelques invités ont ricané poliment. Amaury n'a pas scié. Il a souri, un sourire poli, glacial. Je ferai attention, Grégoire. Merci de votre inquiétude. Il a touché sa manchette, révélant brièvement la Patek Philippe. Les yeux de Maxence, qui s'était approché, se sont écarquillés. En tant que trader, il connaissait la valeur des choses. J'ai vu le doute passer dans son regard, mais il l'a vite chassé. Impossible qu'un menuisier possède une telle montre. Ce devait être une contrefaçon. Je suis content que vous soyez là, a dit Maxence, reprenant son arrogance. Cyrielle était très stressée. C'est bien que tu sois venu faire ce qu'il faut, Morgane. Signer ce papier, c'est la seule façon de te faire pardonner ton hystérie de cette semaine. Je suis là pour la famille, ai-je dit, ma voix calme malgré la tempête intérieure. Parfait. On fait l'annonce dans 10 minutes. Ne disparais pas. Ils sont repartis vers leurs invités importants. Je me sentais nauséeuse. L'atmosphère était étouffante. Tous ces gens qui nous regardaient, chuchotant derrière leurs mains. Je savais ce qu'ils disaient, c'est la sœur jalouse, celle qui a voulu voler le mariage, la ratée de la famille. Respire, a murmuré Amaury à mon oreille. Sa main sur le bas de mon dos était un point de chaleur. Regarde-les. Ils célèbrent une victoire qu'ils n'ont pas encore gagnée. La musique s'est arrêtée. Le DJ a tapoté son micro. Mesdames et messieurs, si je peux avoir votre attention pour un moment très spécial. Les conversations se sont tues. Cyrielle et Maxence sont montés sur la petite scène, suivis de mes parents. Maman a pris le micro. Merci à tous d'être ici pour célébrer l'amour, a-t-elle commencé, des larmes, fausses, brillant dans ses yeux. Ce soir est doublement spécial. Non seulement nous fêtons l'union prochaine de Cyrielle et Maxence au magnifique château de la Roche, mais nous fêtons aussi la réconciliation familiale. Elle a tendu la main vers moi. Le projecteur a balayé la salle et m'a trouvé, m'aveuglant. Ma fille aînée, Morgane, a généreusement contribué au financement de ce rêve. Je l'invite à nous rejoindre sur scène pour officialiser ce don merveilleux. Des applaudissements polis. C'était le piège parfait. Si je ne montais pas, j'étais le monstre. Si je montais, j'étais la victime consentante. J'ai regardé Amaury. Il a hoché la tête. Vas-y. Je suis juste derrière toi. J'ai marché vers la scène. Mes talons claquaient sur le parquet. J'avais l'impression de marcher vers l'échafaud. Je suis monté les marches. Maman m'a embrassé sur la joue, murmurant, souris, ingrate. Tu nous le dois. Papa a sorti le document de sa poche intérieure, ainsi qu'un stylo Mont Blanc en or. Il l'a posé sur une petite table haute prévue à cet effet. Juste une signature ici, ma chérie, a-t-il dit fort, jouant le père bienveillant. Pour que ta sœur puisse avoir son château.
J'ai pris le stylo. Ma main tremblait. J'ai regardé Cyrielle. Elle me souriait, un sourire victorieux, prédateur. Merci, Morgane, a-t-elle dit sans micro. Tu sers enfin à quelque chose. J'ai approché la plume du papier. C'est à ce moment-là qu'une main ferme s'est posée sur la mienne, arrêtant le geste. Amaury. Il était monté sur scène sans que personne ne l'invite. Il a pris le micro des mains de ma mère stupéfaite. Avant qu'elle ne signe, a dit Amaury, sa voix projetée dans toute la salle, calme et autoritaire. Cyrielle, tu devrais peut-être vérifier tes emails. Le silence dans la salle a changé de texture. Il est passé de poli à confus. Pardon, a demandé Cyrielle. Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Ton téléphone, a insisté Amaury. Regarde tes emails. Maintenant. Quelque chose dans son ton a forcé Cyrielle à obéir. Elle a sorti son téléphone de sa pochette perlée. Elle a déverrouillé l'écran. Je l'ai vu pâlir. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte. Quoi, a-t-elle couiné? C'est impossible. Qu'y a-t-il, a demandé papa, s'avançant agressivement vers Amaury. Cyrielle a levé les yeux, terrifiée. Le château, ils ont annulé. Ils ont annulé le mariage. Ils disent que la nouvelle direction refuse d'honorer le contrat. Un murmure a parcouru la foule. C'est ridicule, a hurlé papa. J'ai payé. J'ai payé avec. Il s'est arrêté, réalisant qu'il ne pouvait pas dire, avec l'argent de Morgane, au micro. Amaury a souri. Et pour la première fois, j'ai vu qui il était vraiment. Ce n'était pas un sourire de menuisier. C'était un sourire de requin. Vous avez payé avec des fonds volés, a dit Amaury. Et en tant que nouveau propriétaire du château de la Roche, j'ai le regret de vous informer que ma politique d'entreprise est très stricte concernant le recel de vol. La salle a halté comme une seule personne. Je l'ai regardé. Propriétaire? Le piège venait de se refermer. Et il était bien plus grand que je ne l'avais imaginé. Le silence qui a suivi la déclaration d'Amaury était absolu. 200 personnes retenaient leur souffle. Même le système de climatisation semblait s'être arrêté. Propriétaire? Papa a répété le mot comme s'il s'agissait d'une langue étrangère. Il a ri nerveusement, regardant autour de lui pour chercher du soutien. C'est une blague. C'est un ouvrier. Il ponce des planchers pour vivre. Amaury n'a pas bougé d'un pouce. Il a fait un geste subtil vers la régie technique au fond de la salle. L'écran géant, qui affichait jusque-là une photo romantique de Cyrielle et Maxence, est devenu noir, puis une nouvelle image est apparue. C'était un logo. Un blason doré entrelacé de lettres noires. Groupe Héritage et Prestige. Je suis Amaury de Valois, a-t-il dit. Sa voix n'avait plus rien de l'artisan humble. C'était la voix d'un homme habitué à donner des ordres qui changent le destin des entreprises. PDG et fondateur du groupe Héritage et Prestige. Nous sommes spécialisés dans l'acquisition et la restauration de propriétés historiques à travers l'Europe. Y compris, depuis cet après-midi, le château de la Roche. Un murmure frénétique a parcouru la salle. Le nom, de Valois, signifiait quelque chose. C'était une vieille famille, une fortune discrète mais immense. Maxence, le visage blanc comme un linge, a reculé d'un pas, de Valois. J'ai lu sur l'acquisition dans le Financial Times ce matin. C'était un achat anonyme. C'était toi? J'aime garder ma vie privée, a répondu Amaury froidement. J'aime travailler le bois. Cela me garde ancré. Cela me permet aussi de voir comment les gens traitent ceux qu'ils considèrent comme inférieurs à eux. Il s'est tourné vers mes parents. Le mépris sur son visage était brûlant. Et j'ai beaucoup appris sur vous, Grégoire et Valérie. J'ai vu comment vous traitez votre fille aînée. J'ai vu comment vous traitez un homme que vous pensiez pauvre. Tu nous as menti, a crié maman, essayant de retourner la situation. Tu t'es présenté sous une fausse identité. C'est malhonnête. Moins malhonnête que de voler 48 000 € à sa propre fille, a rétorqué Amaury. Il a claqué des doigts. L'image sur l'écran a changé. Ce n'était plus le logo. C'étaient des documents bancaires.
Des relevés de compte surlignés en rouge. Et à côté, la lettre de procuration avec la signature de ma mère. Voici les preuves, a annoncé Amaury à la salle stupéfaite. Voici comment les Lemaire financent leur style de vie. En siphonnant l'héritage de leur fille aînée par le biais d'une procuration abusive. C'est du détournement de fonds. C'est de l'abus de confiance aggravé par le lien familial. Les invités ont sorti leur téléphone. Les flashs ont commencé à crépiter. Ce n'était plus un mariage, c'était une scène de crime public. Éteignez ça, a hurlé papa au technicien, mais il ne bougeait pas. Il travaillait probablement pour le lieu, ou pour Amaury. Cyrielle pleurait, mais cette fois, c'était de vraies larmes de panique. Maxence, fais quelque chose. Dis-lui d'arrêter. Mais Maxence ne regardait pas Cyrielle. Il regardait l'écran, puis la porte de sortie. Il calculait. Sa carrière dans la finance dépendait de sa réputation. Être associé à une famille d'escrocs exposée par un milliardaire? C'était un suicide professionnel. Je ne savais pas, a balbutié Maxence, assez fort pour que les gens autour l'entendent. Il a lâché la main de Cyrielle. Ils m'ont dit que c'était l'argent de l'entreprise. Je n'ai rien à voir avec ça. Maxence? Cyrielle l'a regardé, horrifiée. Tu m'as menti, Cyrielle, a-t-il dit, reculant encore. Ta famille est toxique. Je ne peux pas. Je ne peux pas être mêlé à ça. Il s'est retourné et a marché rapidement vers la sortie, la tête basse, laissant sa fiancée seule sur scène sous les projecteurs impitoyables. Maxence! Reviens, a hurlé Cyrielle. Elle s'est effondrée sur scène, sa robe blanche s'étalant autour d'elle comme une flaque de lait renversée. Je regardais la scène, incapable de bouger. C'était brutal. C'était violent. Mais c'était la vérité, enfin exposée à la lumière. Amaury s'est tourné vers moi. Il a posé le micro et m'a parlé doucement, pour que seul moi puisse entendre. Je suis désolé d'avoir dû faire ça si publiquement, Morgane. Mais c'était le seul moyen de te libérer. Tant qu'ils avaient une image à préserver, ils te tenaient. Maintenant qu'ils n'ont plus rien, ils ne peuvent plus rien te prendre. Il avait raison. Je sentais un poids énorme se lever de mes épaules. La peur du jugement, la peur du scandale, c'était arrivé. Et je survivais. Mieux, je me tenais debout. Mais ce n'était pas fini. Les portes du fond se sont ouvertes à nouveau. 3 hommes en costume sombre sont entrés, portant des mallettes. Ils avançaient avec une détermination militaire. Mes avocats, a expliqué Amaury à la salle. Et un huissier de justice. Ils sont montés sur scène. L'un d'eux, Maître Servane, mon avocate. Elle était dans le coup, a tendu un document à mon père. Monsieur le maire, a-t-elle dit. Nous avons préparé une plainte pénale pour abus de confiance et faux en écriture. Nous avons aussi alerté le fisc concernant les mouvements de fonds suspects de votre entreprise pour dissimuler ces transferts. Papa tremblait si fort que le papier vibrait dans sa main. Que voulez-vous? Le remboursement intégral. Maintenant. Amaury a croisé les bras. 48 000 € de principal. Plus 15 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Morgane et les frais juridiques. Total, 63 000 €. Je n'ai pas cette somme liquide, a crié papa. Vous venez d'annuler le mariage, le traiteur ne remboursera pas, j'ai tout mis là-dedans. Alors vendez votre voiture, a dit Amaury froidement. Ou hypothéquez cette maison. Ou demandez à vos amis ici présents. Il a geste vers la salle. Personne n'a bougé. Les amis de mon père, ceux avec qui il jouait au golf, ceux qui l'impressionnaient avec ses dîners, détournaient le regard. Il s'éloignait physiquement de la scène. L'odeur de l'échec et du scandale est contagieuse dans ce milieu. Vous avez 10 minutes pour faire un virement immédiat, a dit l'avocat. Sinon, la police arrive. Ils sont déjà informés. Maman a attrapé le bras de papa. Grégoire, fais quelque chose. Ne nous laisse pas aller en prison. Son masque était en miettes. Elle n'était plus la matriarche hautaine. Elle était une femme terrifiée, vieille et pathétique. J'ai regardé mes parents se déchirer sous mes yeux. Et je n'ai ressenti rien. Pas de pitié.
Pas de haine. Juste un vide immense là où mon amour pour eux vivait autrefois. Les minutes qui ont suivi ont été le spectacle le plus humiliant de l'histoire de la famille Lemaire. Papa a dû sortir son téléphone, ses mains tremblant tellement qu'il n'arrivait pas à déverrouiller l'écran. Il a dû appeler son courtier en urgence, haut-parleur activé, hurlant pour liquider des positions, transférer des fonds d'urgence. Oui, je sais qu'il y a des pénalités. Vendez tout, criait-il, la sueur coulant sur son front cramoisi. Cyrielle était toujours assise par terre, sanglotant. Personne n'est venu la réconforter. Pas même maman, qui était trop occupée à vérifier par-dessus l'épaule de papa s'ils allaient perdre la maison. Finalement, le virement a été fait. C'est bon, a dit l'avocat en vérifiant sa tablette. Les fonds sont reçus sur le compte de mademoiselle Morgan. Amaury a fait un signe de tête. Bien. La plainte pénale est suspendue. Pour l'instant. Mais sachez ceci. Il s'est approché de mes parents une dernière fois. Vous êtes bannis de toutes les propriétés du groupe Héritage et Prestige. Hôtels, restaurants, clubs privés. Dans toute l'Europe. Et croyez-moi, ma liste est longue. Il m'a tendu la main. On y va, Morgane ? J'ai regardé ma mère. Elle me fixait avec une haine pure. Tu es contente, a-t-elle sifflé. Tu as détruit ta famille pour de l'argent. J'ai soupiré. J'ai pris le micro une dernière fois. Non, maman, ai-je dit, ma voix résonnant clairement. Je n'ai pas détruit la famille. J'ai juste allumé la lumière. C'est vous qui étiez pourris de l'intérieur. J'ai lâché le micro. Il a fait un bruit sourd en tombant sur la scène. Un point final. J'ai pris la main d'Amaury et nous sommes descendus de scène. La foule s'est écartée comme la mer Rouge pour nous laisser passer. Personne n'a osé nous parler. Dehors, l'air nocturne de Bordeaux n'avait jamais semblé aussi frais. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons d'oxygène, de liberté. Alors ? PDG, ai-je demandé en montant dans la limousine. Amaury a desserré son nœud papillon, l'air coupable comme un petit garçon. Je voulais te le dire. Vraiment. Mais au début, quand on s'est rencontrés au parc, tu pensais que j'étais un ouvrier municipal parce que je réparais un banc. Et tu m'as parlé si gentiment. Tu ne me draguais pas pour mon argent. Tu m'aimais pour moi. C'était addictif. Et le manoir en Dordogne ? Oh, je l'ai vraiment acheté. Et je compte vraiment le rénover avec toi. De mes propres mains. Je déteste ces costumes, a-t-il dit en tirant sur sa veste. Je préfère la flanelle. J'ai ri. Un vrai rire, qui venait du ventre. Tu es fou. Fou de toi. Il m'a embrassé. Maintenant, on a 63 000 € et une maison à finir. On commence par quoi ? Par changer mon numéro de téléphone, ai-je répondu. La voiture a démarré, nous emmenant loin de cette ville, loin de cette vie. Les retombées de cette soirée ont été rapides et brutales, comme une avalanche. Le lendemain matin, la vidéo du gala était partout sur les réseaux sociaux locaux. Quelqu'un avait filmé le discours d'Amaury et la révélation des preuves. Le titre était viral, le milliardaire secret humilie une famille d'escrocs bordelais. L'entreprise de logistique de mon père a perdu 3 gros clients dès le lundi matin. La réputation est tout dans cette ville, et personne ne veut confier ses marchandises à un homme qui vole sa propre fille. Le fisc, alerté par nos avocats, a effectivement lancé un audit approfondi sur ses comptes. Il s'est avéré que le vol de mon héritage n'était que la partie émergée de l'iceberg de ses magouilles financières. Cyrielle a essayé de faire une vidéo de réponse, jouant la carte de la « victime manipulée par ses parents ». Mais Internet est impitoyable. Les commentaires l'ont déchiquetée. Elle a dû supprimer ses comptes Instagram et TikTok. Sans ses followers, elle n'était plus rien. Juste une fille gâtée sans compétences, sans fiancé, et sans château. Quant à moi, j'ai démissionné de mon travail lundi matin. Mon patron a essayé de s'excuser, disant qu'il avait été trompé par Maxence, mais le lien était rompu. Je ne voulais plus travailler pour quelqu'un qui doutait de ma santé mentale sur la base d'un coup de fil. Avec Amaury, nous sommes retournés en Dordogne définitivement. Les mois qui ont suivi ont été les plus durs et les plus beaux de ma vie.
Nous avons travaillé sur le manoir, pièce par pièce. J'ai appris à poser du carrelage. J'ai appris à négocier avec des fournisseurs, mes compétences en logistique étaient finalement très utiles pour l'entreprise d'Amaury. Je n'ai pas répondu aux tentatives de contact de mes parents. Il y en a eu. Des lettres d'avocats menaçant de poursuites pour diffamation, bluff complet, puis des lettres larmoyantes de ma mère demandant de l'argent car ils risquaient de perdre leur maison. J'ai tout brûlé dans la cheminée du salon que nous venions de restaurer. Regarder leur écriture se tordre et noircir dans les flammes était une thérapie plus efficace que n'importe quel psychologue. Un jour, 6 mois plus tard, j'étais dans le jardin en train de planter des rosiers, quand une petite voiture bon marché s'est arrêtée devant le portail. C'était Cyrielle. Elle avait l'air différente. Plus de maquillage outrancier, plus de vêtements de marque. Elle portait un jean et un pull simple. Elle avait l'air fatiguée. Je suis allée au portail, mais je ne l'ai pas ouvert. Morgane, a-t-elle dit. Sa voix était cassée. Je voulais juste te dire que j'ai trouvé un travail. Je suis réceptionniste dans un cabinet dentaire. C'est bien, ai-je dit. Papa et maman vont devoir vendre la maison. Ils déménagent dans un appartement en location. Papa boit beaucoup. Je n'ai rien dit. Je suis désolée, a-t-elle pleuré doucement. Je suis désolée de t'avoir laissé payer pour tout. Je suis désolée d'avoir cru que je méritais ton argent. J'ai regardé ma sœur. Je voyais la sincérité. Mais je voyais aussi qu'elle venait seulement maintenant, parce qu'elle n'avait plus rien d'autre. J'accepte tes excuses, Cyrielle, ai-je dit. Son visage s'est illuminé d'espoir. Vraiment? Alors, on peut recommencer? Je peux entrer? J'ai secoué la tête. Non. Le pardon ne signifie pas l'accès. J'ai pardonné pour moi, pour ne plus porter cette colère. Mais tu ne fais plus partie de ma vie. Vous avez fait vos choix. Mais je suis ta sœur. Non. Tu es une connaissance avec qui je partage de l'ADN. Ma famille est ici, derrière moi. J'ai désigné la maison, et Amaury qui sortait sur le porche, essuyant ses mains sur un chiffon. J'ai tourné les talons et je suis remontée vers ma maison, laissant ma sœur à la grille. C'était dur. Mon cœur a saigné un peu. Mais c'était nécessaire. On ne guérit pas en retournant là où on a été brisé. Aujourd'hui, je vous écris depuis la bibliothèque de notre manoir rénové. Le feu crépite dans la cheminée. Dehors, les collines de Dordogne sont couvertes de brume automnale. Amaury et moi nous sommes mariés la semaine dernière. Pas dans un château. Pas avec 200 invités. Nous nous sommes mariés dans la mairie du village, avec 2 témoins, l'assistante d'Amaury et un vieux voisin avec qui nous partageons nos légumes. Puis nous avons fait un grand barbecue dans le jardin. J'ai porté une robe blanche simple que j'ai achetée en solde. Amaury portait sa chemise en flanelle préférée, neuve, quand même. C'était parfait. Avec l'argent récupéré, les 63 000 €, j'ai lancé ma propre petite entreprise de consultation en logistique pour les artisans locaux. J'aide les gens qui créent de vraies choses à organiser leur business. Je gagne moins qu'avant, mais je dors mieux. Mes parents? J'ai entendu dire qu'ils vivent dans un F3 en banlieue. Papa a évité la prison de justesse en plaidant coupable et en payant une amende massive qui a englouti le reste de leurs économies. Ils sont seuls. Leurs amis de la haute société les ont abandonnés dès que l'argent a disparu. C'est la punition ultime pour eux, l'anonymat et la médiocrité. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si Amaury n'avait pas été un PDG secret. Si nous avions juste été 2 personnes pauvres face à leur machine. Ils nous auraient écrasés. Et cette pensée me hante. Il y a tant de gens qui n'ont pas un Amaury pour les sauver. C'est pour cela que je partage mon histoire. Leçon numéro 1, le sang ne justifie pas l'abus. Jamais. Leçon numéro 2, la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa montre ou à sa voiture, mais à la façon dont elle vous défend quand vous n'avez plus rien. Leçon numéro 3, parfois, la plus grande victoire n'est pas de se venger, mais de réussir à être heureux sans eux. Amaury vient d'entrer dans la pièce. Il a de la peinture sur le nez. Et, Madame de Valois, dit-il en souriant. J'ai besoin de ton avis sur la couleur des volets. Je ferme mon ordinateur.
Je suis Morgane. Pas la fille qui répare. Pas la fille qu'on vole. Juste Morgane, aimée et libre. J'arrive, dis-je. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire vous donnera le courage de poser vos propres limites, de dire non à ceux qui vous utilisent, même s'ils partagent votre nom de famille. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la. L'algorithme nous aide à atteindre d'autres personnes qui pourraient se sentir seules dans une situation toxique. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, vous valez plus que ce qu'ils disent. À bientôt.